Salam alaikum. Merci de me rejoindre pour le 5e cours de physique pour la première année baccalauréat, intitulé Travail et énergie interne. Ce cours est destiné à la filière de sciences mathématiques. Alors, nous avons vu dans les chapitres précédents que le travail, c'est le transfert d'énergie mécanique d'un objet à un autre, et donc il affecte l'énergie cinétique et l'énergie potentielle de pesanteur. Mais nous avons dit que l'énergie cinétique et l'énergie potentielle de pesanteur ne sont pas les seules formes d'énergie d'un système. Donc, dans ce cours-là, nous allons voir d'autres effets que peut avoir le travail d'une force sur un système, et ainsi on va pouvoir définir une autre forme d'énergie qui s'appelle l'énergie interne. Donc, je vous signale que vous pouvez télécharger le PDF de ce cours-là à partir du lien que vous trouverez dans la description. Passons directement au cours et on va commencer par un rappel sur les deux derniers chapitres. Alors, on sait maintenant que le travail est le transfert d'énergie mécanique d'un objet à un autre. Et bien sûr, comme le travail est un mouvement d'énergie, il est mesuré dans les mêmes unités que cette dernière, ça veut dire en joules. Et nous avons vu dans le deuxième chapitre, le chapitre sur le travail et puissance d'une force, que le travail est effectué lorsqu'une force est appliquée sur un objet à travers une distance. Autrement dit, lorsque le point d'application de cette force-là se déplace, donc il traverse une distance, nous disons que cette force-là, elle travaille. D'accord ? Cela signifie que lorsqu'une force est appliquée donc sur un objet, sur une certaine distance donnée, l'énergie totale de l'objet est affectée. Ça veut dire l'énergie mécanique. Par exemple, l'objet, il peut soit accélérer ou ralentir, ce qui entraîne une modification de son vitesse et donc de son énergie cinétique. Ou bien, donc, il y aura une énergie potentielle de pesanteur qui est modifiée si, par exemple, l'objet a été donc soulevé. D'accord ? Donc, si l'objet a été soulevé d'une certaine hauteur, sous la force de la gravité, donc sous l'influence de la force du poids, donc à ce moment-là, c'est l'énergie potentielle de pesanteur qui se modifie. Et nous avons vu ça dans le chapitre précédent. Donc, lorsqu'il y a un transfert d'énergie sous forme de travail, donc il peut y avoir une modification de l'énergie cinétique. Et nous avons donné cette relation-là. Donc, c'est le théorème de l'énergie cinétique. Vous avez ici la somme des travaux, des forces qui s'appliquent sur un objet, est égale à la variation de l'énergie cinétique. Donc, vous voyez ici que le travail, il change l'énergie cinétique. Donc, le travail d'une force, ou des forces qui s'appliquent sur l'objet, il change l'énergie cinétique. Donc, delta ici, bien sûr, ça veut dire une variation, disons une modification de l'énergie cinétique. Donc, de la même façon, pour l'énergie potentielle de pesanteur, nous avons cette relation-là. Donc ici, le travail du poids, la force du poids, elle change l'énergie potentielle de pesanteur. D'accord ? Donc ici, delta, c'est la variation de l'énergie potentielle de pesanteur. Par exemple, la chute libre donc d'une balle vers, disons, le sol. Donc la seule force qui s'exerce sur un objet qui est en chute libre, c'est le poids. Et donc, la balle, elle va changer l'altitude. Ça veut dire qu'elle va changer son énergie potentielle de pesanteur à cause donc du travail du poids, à cause de cette force-là, la force de gravitation, qui attire donc les objets vers le sol. D'accord ? Donc, il y a une modification de l'énergie potentielle de pesanteur. Donc, ce qu'il faut retenir d'ici, c'est que un transfert d'énergie sous forme de travail, il modifie l'énergie mécanique d'un système, que ce soit l'énergie cinétique ou bien l'énergie potentielle de pesanteur. Alors, remarquez ici que lorsqu'on parle de la variation de l'énergie cinétique ou bien la variation de l'énergie potentielle de pesanteur, on prend toujours des exemples des objets qui sont macroscopiques, de grands objets. Donc, un solide qui se déplace, une balle, donc la chute libre d'une balle. Donc, ce sont des objets qu'on peut voir avec nos yeux et donc ce sont des objets macroscopiques. Bien sûr, ils sont constitués de la matière, mais donc dans ce cas, on dit que la matière est accessible à l'échelle humaine, et en particulier dans la vie quotidienne. Donc je peux voir ces objets-là, et bien sûr, je peux dire par exemple lorsqu'une voiture change de vitesse, et donc
il y a une variation de l'énergie cinétique, on peut le dire parce qu'il s'agit donc d'un objet macroscopique. Mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Donc ce qu'on veut savoir dans ce cours-là, ce sont les changements qui se manifestent au niveau microscopique. Ça veut dire au niveau des molécules et des atomes qui constituent ces objets macroscopiques. D'accord? Et donc on veut répondre à cette question-là. Existe-t-il d'autres formes d'énergie? Si oui, est-ce qu'il y a d'autres effets du travail d'une force sur ces formes d'énergie? Donc la réponse à cette question-là, c'est l'objectif principal de ce cours. Voyons voir maintenant quelques effets du travail d'une force reçus par quelques systèmes. Et commençons par le premier effet qui est l'augmentation de la température. Alors, les hommes préhistoriques ont réussi à faire du feu en frottant tout simplement deux morceaux de bois, l'un contre l'autre, comme vous pouvez voir sur cette figure-là, ce qui conduit bien sûr à l'élévation de la température. On peut voir le même phénomène lors de l'utilisation d'une meuleuse à travers la projection d'étincelles à cause des forces de frottement. Donc lorsque j'utilise la meuleuse pour couper par exemple une plaque métallique, il y aura donc la projection de ces étincelles à cause des forces de frottement entre le disque de cette meuleuse-là et la plaque métallique. Donc le travail effectué par les forces de frottement entre le disque et la plaque provoque un échauffement au niveau des surfaces de contact. Donc les surfaces de contact entre le disque et la plaque métallique. D'accord? Et bien sûr, ce travail-là, il ne va pas affecter l'énergie cinétique du système parce que la plaque, elle reste toujours sans mouvement. Et il ne va pas aussi affecter l'énergie potentielle de pesanteur parce qu'il n'y a pas un changement dans l'altitude de cette plaque-là. D'accord? Et donc, ce qui est affecté ici, ce n'est pas l'énergie mécanique, ce n'est pas l'énergie cinétique, ce n'est pas l'énergie potentielle de pesanteur. Cependant, le travail de ces forces de frottement, il va avoir un effet sur la température du milieu environnant. Donc, il va élever la température du milieu environnant. D'accord? Donc, on peut conclure que le travail de la force de frottement peut fournir au système une énergie qui provoque une augmentation de la température. Et lorsque je parle de la température, l'augmentation de la température, ça veut dire quoi à l'échelle microscopique? Donc, l'augmentation de la température d'un corps correspond à l'échelle microscopique à une augmentation de l'agitation de ces atomes. D'accord? L'agitation, donc, les atomes au niveau microscopique. Le corps qui سخن يعني فاش كتزاد السخونيه ça veut dire quoi كتزاد السخونيه ديال واحد لوبجي ديال واحد الحديده باغ اكزومبل يعني راه لاجيتاسيون التحرك التحريك ديال دوك لي زاتوم ولا لي موليكول اللي فيه الداخل كيتحركوا واحد كيفيبريو ولا كيتحركوا بواحد السرعه كتزاد يعني السرعه ديالهم كتزاد او نيفو ميكروسكوبيك بيان سور يعني علاش لا تمبيراتور كتزاد داكور يعني واحد الحاجه بارده يعني لي موليكول الداخل ما كيتحركوش الا كانت بارده بزاف ما كيتحركوش كاع الا كانت بارده واحد شويه كيتحركوا بشويه الا كانت لا تمبيراتور كتزاد دوك لي موليكول ولا لي زاتوم اللي كاينين على الانتيريور او نيفو ميكروسكوبي كيتحركوا بواحد السرعه كتزاد داكور علاش لا تمبيراتور كتزاد يعني هادشي في جميع لي زوبجي حتى في الجسم ديال الانسان لا تمبيراتور كتزاد ça veut dire بلي لي موليكول كيتحركوا بواحد السرعه كتزاد داكور. Par exemple, dans le cas de la meuleuse et donc la plaque métallique, la forme d'énergie fournie par le travail des forces de frottement est stockée sous forme d'énergie cinétique microscopique. Ça, c'est très important. Donc, c'est une énergie cinétique parce qu'il y a l'agitation des atomes, mouvement des atomes. Donc, lorsque j'entends toujours mouvement, ça veut dire une énergie cinétique, mais il est microscopique. Ça veut dire qu'il se manifeste à l'échelle microscopique. C'est pas comme l'énergie cinétique mécanique, d'accord? Donc, qui se disperse ensuite dans l'environnement. حيت مثلا الا قطعت انا هاد البلاصه هنايا غادي تسخن هاد البلاصه ولكن داكشي غينتشر ديك السخونيه كتنتشر في لا بلاك ميتاليك داكور. Donc ce qu'il faut retenir de cette première partie c'est que le travail de la force de frottement peut fournir au système une énergie qui provoque une augmentation de la température. Donc c'est cette phrase là, d'accord? Alors passons à un autre effet du travail d'une force qui est le changement d'état physique. Donc ça veut dire quoi? On va prendre comme d'habitude un exemple. Alors considérons l'exemple d'un homme glissant sur la neige. Donc le contact entre la luge et la neige
bien sûr, il y a une force de frottement qui entraîne la fusion de la neige à cause de l'augmentation de la température. Donc les forces de frottement entre la luge et donc la neige causent l'augmentation de la température, donc ce qui entraîne la fusion de la neige. ذوبان ديال داك الجليد يعني هذا لو كونتاكت هنايا غادي يخلي لينا يبانوا لينا واحد النقط ديال الماء يعني كيذوب الجليد بسبب لاغمونطاسيون دو لا تمبيراتور بسبب دونك الاحتكاكات ما بين هاد لا لوج ولا نيج كتطلع لا تمبيراتور كيوقع الذوبان ديال الثلج هذا داكور دونك puisque lors de la fusion de la neige son état change يعني le solide la neige كيولي liquide l'eau il y a une modification des interactions microscopiques. Ça veut dire que les interactions à l'échelle microscopique. Et on peut dire qu'en fournissant l'énergie par travail à un système, on peut changer son état. D'accord? L'état, donc ici, donc, du solide vers liquide. Donc dans le premier cas, il y a l'augmentation de la température. Maintenant, nous avons le changement d'état physique. D'accord? Donc voici un autre effet donc, du travail d'une force. Passons à notre effet du travail d'une force qui est la déformation élastique. Donc la déformation d'un objet élastique comme par exemple un arc. Alors, donc si j'applique une force à un arc, donc je peux le déformer pour devenir comme vous le voyez ici. Il se déforme. Alors on dit qu'il y a une modification des interactions internes entre les particules qui constituent cet arc. Et je peux dire que cette déformation de l'arc entraîne une mise en réserve, donc un stockage d'énergie qui pourra être cédé à la flèche. Tant que l'arc est déformé, il y a donc une énergie stockée. Et par exemple, lorsque j'envoie la flèche, cette énergie qui est stockée dans cette déformation-là, elle va être cédée, ça veut dire fournie ou donnée à la flèche. On dit que l'application d'une force sur des corps élastiques conduit bien sûr à leur déformation. Et ces corps-là, ils acquièrent une énergie qui sera stockée tant qu'elle reste déformée. D'accord? Donc lorsque l'arc est déformé comme vous le voyez ici, ça veut dire qu'il y a une énergie qui est stockée. Mais lorsque j'envoie la flèche, donc cette énergie que j'ai stockée ici, elle va être cédée, fournie donc à la flèche. Donc on peut conclure que dans ce cas, le travail d'une force, il peut aussi déformer un corps élastique. Passons à notre exemple donc, de l'effet du travail d'une force qui est l'augmentation de la pression d'un gaz. Alors on considère un gaz contenu dans un cylindre fermé par un piston et on va pousser le piston vers le bas en appliquant une force. Donc cette force-là effectuée par un travail bien sûr que je vais appeler F. Donc c'est une force pressante, elle va presser donc le gaz. Donc la force pressante, vous l'avez vu en tronc commun. Donc cette force exercée par l'opérateur dans ce cas c'est tout simplement la personne qui va appliquer cette force-là sur le piston. D'accord? Donc la force pressante, il provoque la compression du gaz dans le cylindre. Ça veut dire que le volume il diminue et la pression du gaz augmente. Bien sûr, vous pouvez voir ça d'une manière claire sur cette figure-là. Le volume donc, a été diminué et donc la pression ici est supérieure à la pression ici. D'accord? La pression, elle augmente lorsque j'applique cette force-là et donc je pousse le piston vers le bas. Alors, le travail de la force pressante, il peut fournir au système une énergie qui provoque une augmentation de pression. Donc ça, c'est un autre effet du travail d'une force. Donc dans ce cas, c'est la force pressante. D'accord? Alors, l'augmentation de pression d'un gaz correspond à l'échelle microscopique à une augmentation de choc entre les constituants du gaz et la paroi du cylindre. Ça veut dire que lorsque je dis que la pression a augmenté, ce qui se passe dans la réalité, donc au niveau microscopique, c'est que les particules qui constituent le gaz, elles entrent en choc entre la paroi donc, du cylindre. Ça veut dire que le nombre de chocs entre les particules qui constituent le gaz et la paroi donc, du cylindre, il augmente. Donc voilà ce que donc ça veut dire quoi
l'augmentation de la pression. Donc le nombre de chocs entre les particules qui constituent le gaz et donc les parois du cylindre, il augmente. D'accord? Et on dit aussi dans ce cas que le gaz a stocké une autre forme d'énergie. D'accord? Donc c'est comme dans les cas précédents, nous avons un stockage d'énergie. Alors pour conclure cette première partie, nous avons vu dans les exemples précédents que l'énergie reçue par les différents corps sous forme de travail a modifié les interactions microscopiques entre les particules. Et donc, nous avons dit que cette forme d'énergie, cette énergie, elle peut, suivant la nature du système bien sûr, provoquer soit l'élévation de la température du système, donc c'est ce que nous avons vu dans ces deux exemples ici, et même dans l'exemple de la fusion de la neige, nous avons dit que c'est à cause de l'augmentation de la température, mais ce que nous intéresse ici, c'est le changement d'état physique. Et donc cette énergie reçue par le travail, elle peut bien sûr provoquer aussi le changement d'état d'un système. Ensuite, nous avons vu qu'il peut provoquer la déformation d'un corps élastique, et finalement, nous avons dit qu'il peut aussi donc conduire à l'augmentation de la pression d'un gaz. Donc cette forme d'énergie qui est, comme nous avons dit, c'est une énergie qui est stockée toujours dans les corps, dans les systèmes, et c'est cette forme d'énergie qu'on appelle l'énergie interne du système. Donc c'est une énergie qui se manifeste à l'échelle microscopique, à l'échelle des molécules et des atomes. D'accord? Donc dans ce qui va suivre, on va explorer davantage cette énergie en donnant la définition et quelques remarques très importantes. Alors, lorsqu'un système reçoit de l'énergie par le travail d'une force ou de plusieurs forces qui modifient ses paramètres physiques ou chimiques, il stocke cette énergie sous forme d'énergie interne. Donc, bien sûr, l'énergie chimique, c'est aussi une énergie interne. Autrement dit, toutes les substances qui sont constituées de la matière, elles stockent de l'énergie. Et on peut dire qu'à tout système, dans un état donné, on peut associer une grandeur appelée énergie interne, que ce soit donc un système qui est au repos ou non. Donc il stocke de l'énergie interne, d'accord? Et cette énergie interne, elle peut se présenter sous différentes formes. Elle peut être se présenter donc comme une énergie thermique, c'est tout simplement la chaleur. Ça veut dire donc la chaleur qui est causée par l'agitation au sein de la matière des molécules et des atomes. Et nous avons dit que dans ce cas, l'énergie thermique représente l'énergie cinétique d'un ensemble qui est au repos. D'accord? Par exemple, ici dans le cas du feu, on a appelé ça l'énergie cinétique microscopique. D'accord? C'est une énergie donc à l'échelle microscopique. Ça veut dire, si vous avez par exemple un corps solide qui est au repos, donc son énergie mécanique, disons l'énergie cinétique dans ce cas, c'est 0, parce que la vitesse est 0, il est au repos. Mais l'agitation des molécules des atomes donc à l'intérieur signifie qu'il existe une autre énergie cinétique qui est microscopique, qui est bien sûr différente de 0. Dans ce cas, donc, elle représente l'énergie interne de ce système-là. Donc, même si le corps, l'ensemble donc du corps, ne possède pas d'énergie mécanique, il est donc au repos, il possède une énergie interne, donc une énergie cinétique microscopique. D'accord? C'est l'énergie thermique dans ce cas. Alors, donc l'énergie interne peut se présenter aussi sous forme d'énergie chimique. Donc l'énergie chimique, c'est tout simplement l'énergie associée aux liaisons entre les atomes constituant les molécules. Donc on sait qu'une molécule, c'est un ensemble d'atomes, donc ils sont liés entre eux par des liaisons chimiques. D'accord? Et l'énergie chimique, c'est l'énergie associée à ces liaisons-là. Donc d'accord? Les liaisons chimiques entre les atomes constituant la molécule. Et bien sûr, il existe certaines réactions chimiques qui sont capables de briser ces liaisons-là, ce qui libère leur énergie, donc ce qui libère cette énergie chimique. L'exemple donc le plus simple qu'on peut citer ici, c'est le feu. Donc la combustion, c'est une réaction chimique qui libère de l'énergie chimique. Donc il peut la transformer en énergie thermique, par exemple, en chaleur, comme on l'a vu ici, et il peut la transformer en d'autres types donc d'énergie. Par exemple, dans les piles, donc une pile, il stocke l'énergie chimique, d'accord? Et lorsque j'utilise la pile, je suis en train tout simplement de transformer l'énergie chimique en énergie électrique, d'accord? Donc c'est une sorte de transformation d'énergie chimique en énergie électrique, d'accord?
Et aussi dans les moteurs thermiques, on transforme l'énergie chimique contenue dans les molécules en chaleur. Donc ça, c'est juste des exemples pour l'énergie chimique, qui est aussi donc une énergie interne d'un système. Alors, il y a aussi l'énergie de changement d'état. Donc, lorsque un système change d'état physique, et il libère donc de l'énergie stockée dans ce système-là. Et aussi l'énergie élastique, donc l'énergie stockée dans un objet qui est élastique. D'accord? Donc voilà, j'ai cité ici quelques exemples de différentes formes d'énergie interne qu'on peut rencontrer. Bien sûr, il existe d'autres exemples. Euh, Maintenant, pour donner une définition qui est propre pour l'énergie interne, alors on peut dire que l'énergie interne, qu'on note en général par la lettre U d'un système, c'est la somme des énergies cinétiques microscopiques et des énergies potentielles d'interaction de toutes les particules du système. Et on peut écrire que l'énergie interne U est égale donc à l'énergie cinétique microscopique plus l'énergie potentielle microscopique. D'accord? Ah, bien sûr, c'est une énergie. On sait que dans le système international, toutes les énergies, elles ont comme unité le joule. Passons maintenant à quelques remarques très importantes. Alors, la première remarque concernant l'énergie cinétique microscopique. Donc, l'énergie cinétique microscopique d'un système, elle correspond au mouvement des particules qui le constituent. Donc, c'est l'agitation thermique que je viens de mentionner. L'agitation thermique des atomes, donc des particules qui constituent le système. D'accord? Tandis que pour l'énergie potentielle microscopique, il s'agit donc des interactions entre les molécules, les ions, les atomes, les électrons, les noyaux, les nucléons, donc n'importe quelle particule qui constitue le système. D'accord? Donc ce sont les interactions entre ces particules-là qui constituent le système. Donc, on appelle ça l'énergie potentielle microscopique. D'accord? Alors, maintenant, si on veut décrire l'énergie totale d'un système, donc ça veut dire que l'énergie qui concerne l'aspect macroscopique et aussi l'aspect microscopique. Donc, dans ce cas, on définit l'énergie totale d'un système par la somme de son énergie mécanique et aussi son énergie interne. D'accord? Donc, c'est l'énergie mécanique plus l'énergie interne. Et l'énergie mécanique, c'est tout simplement la somme de l'énergie cinétique et l'énergie potentielle de pesanteur que nous avons vu dans les deux chapitres précédents. D'accord? Alors, nous avons dit que le travail, il peut affecter l'énergie mécanique, donc il peut changer l'énergie cinétique, donc il peut changer aussi l'énergie potentielle de pesanteur, comme donc, j'ai mentionné au début de cette vidéo. Et donc, pour l'énergie interne, c'est la même chose. Donc, l'énergie interne, il peut aussi varier si le système échange avec l'extérieur, avec le milieu extérieur, de l'énergie par travail ou bien par transfert thermique. Et donc, pour comprendre mieux c'est quoi l'échange l'échange de l'énergie par travail ou bien par le transfert thermique, on passe à la troisième section de ce cours qui est la variation de l'énergie interne. Alors, comme je viens de dire, l'énergie peut s'échanger avec le milieu extérieur de deux manières différentes, soit par échange de chaleur, qu'on note par la lettre Q. Donc l'échange de chaleur, c'est tout simplement le transfert thermique, et cette chaleur-là, elle peut être reçue ou bien perdue par le système. Il y a aussi l'échange par un travail, donc ça vous le connaissez, et on sait que le système, il peut recevoir ou bien libérer de l'énergie, donc du travail. D'accord? Pour le travail, il y a une convention très importante pour le signe. C'est la même chose pour la chaleur. Alors, ça c'est juste un rappel. En physique, l'énergie transférée par un travail au système au cours d'une transformation est une grandeur algébrique. Ça veut dire qu'elle peut avoir une valeur négative ou bien une valeur positive. Donc, c'est une convention. يعني واحد الحاجة متفقين عليها. فاش كنقولوا باللي عندنا le travail positif, واش ليبري ولا reçu par le système الانرجي هنايا واش ليبري زعما ولا reçu واحد الحاجه متفقين عليها باش ماشي كل واحد يشرق واحد يغرب صافي اتفقنا باللي لو travail positif اشنو كيعني لو travail négatif اشنو كيعني. D'accord? Alors nous avons ici un système et ici donc le milieu extérieur. Donc bien sûr on utilise beaucoup ces mots-là en thermodynamique. C'est une branche en physique donc que je vais expliquer plus tard. Mais donc dans cette branche de la physique, nous appelons un système un ensemble constitué d'un grand nombre de particules séparées du reste de l'univers. Le reste de l'univers, c'est le milieu extérieur. أي حاجة برا هذا السيستم كنسميوه le milieu extérieur. Et le système, il est séparé donc de ce milieu
extérieur par une frontière, donc j'ai représenté ici par la ligne noire, à travers de laquelle peuvent éventuellement s'effectuer des échanges de matière et des échanges d'énergie avec le milieu extérieur. Donc bien sûr, dans ce cours, on s'intéresse aux échanges d'énergie entre le système et le milieu extérieur. Alors, donc un travail est positif si le système reçoit effectivement de l'énergie, et un travail est négatif, donc négatif, d'accord, si le système fournit, ça veut dire libérer, de l'énergie au milieu extérieur. Donc voilà la convention dont j'ai parlé, d'accord. Donc comme j'ai dit, c'est la même chose pour la chaleur, ici donc CQ inférieur à 0, ici CQ supérieur à 0. Je crois que j'ai donné ce schéma-là dans le cours précédent, c'est la dernière partie du cours précédent, d'accord, sur l'énergie potentielle de pesanteur et l'énergie mécanique. Alors, puisque j'ai dit que l'énergie interne peut varier, c'est quoi cette variation de l'énergie interne? Alors, on sait que la définition est donnée par cette relation-là. L'énergie interne, c'est la somme de l'énergie cinétique microscopique et l'énergie potentielle microscopique. Bien, on ne peut pas calculer l'énergie cinétique microscopique et l'énergie potentielle microscopique. Pourquoi? Parce qu'on sait que, comme j'ai dit, un système est constitué d'un très grand nombre de particules. Donc à l'échelle microscopique, le nombre de particules est énorme. Donc il est proportionnel au nombre d'Avogadro. D'accord? Donc c'est difficile de déterminer et impossible de déterminer l'énergie cinétique à un instant donné. D'accord? Alors, on ne peut pas déterminer l'énergie interne d'un système. Cependant, il est possible de déterminer la variation de l'énergie interne. D'accord? Il faut tout simplement savoir l'énergie interne d'un système à l'état initial et donc son énergie interne aussi à l'état final pour déterminer la variation de l'énergie interne. Parce que la variation, elle représente l'énergie interne à l'état final moins l'énergie interne à l'état initial. Et donc la variation de l'énergie interne, elle dépend seulement de l'état final et l'état initial d'un système. D'accord? Et donc, un système dont l'énergie interne augmente, il stocke de l'énergie. Inversement, un système dont l'énergie interne diminue libère de l'énergie. Donc, on peut voir ça d'une manière simple en regardant cette équation. D'accord? Donc, l'énergie interne augmente, ça veut dire que l'énergie finale ici est supérieure à l'énergie initiale. D'accord? Donc, on commence par l'énergie initiale, on arrive à l'énergie finale. Puisque l'énergie finale est supérieure à l'énergie initiale dans ce cas, ça veut dire que l'énergie interne a augmenté. Dans ce cas, on dit que le système stocke de l'énergie. Inversement, un système dont l'énergie interne diminue libère de l'énergie. D'accord? Ici, ça veut dire que l'énergie finale est inférieure à l'énergie initiale. Et on sait qu'on commence par l'énergie initiale pour arriver à l'énergie finale. Donc, puisque l'énergie initiale est inférieure à l'énergie finale, ça veut dire qu'il a diminué. D'accord? Puisqu'il a diminué, on dit dans ce cas que le système a libéré de l'énergie. D'accord? Donc ça, c'est très important. La variation de l'énergie interne, c'est très important pour comprendre, comme j'ai dit, donc ces deux modes de transfert d'énergie. Donc le transfert par échange de chaleur et le transfert par donc le travail. D'accord? Donc je vais m'arrêter ici dans cette première partie de ce cours. Dans la prochaine vidéo, on va donc entamer l'énergie transférée par travail à un système. Donc on va voir cette partie-là. Et aussi, bien sûr, le transfert d'énergie par chaleur. Donc c'est une partie très importante. Donc on va voir c'est quoi le transfert thermique. D'accord? Donc à la prochaine fois. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.